Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Cartouche, brigand de la Régence. À trophée d'exception, parterre de distinction. En ce matin du 14 octobre 1721, immense est la foule devant la prison du Châtelet. On se presse, on se pousse, on supplie, on paye même pour y pénétrer. Le tout Paris élégant est là. Le régent Philippe d'Orléans en personne s'est déplacé. Les acteurs des comédies italiennes et françaises se bousculent, impatients de fixer les traits et mimiques de cet homme de petite taille, au visage fin, encadré de longs cheveux bruns, que l'on dit être l'ennemi public numéro 1 du royaume. Probablement un excellent sujet de personnage pour une future pièce. Après 4 années de traque, une descente de police au cabaret de Belleville, le Pistolet, vient d'achever la course de Louis-Dominique Bourguignon, dit Cartouche. Ironie du sort, Cartouche arrêté au pistolet. Cartouche incarcéré dans une geôle du Châtelet, du fait de la trahison de son ami et complice, Grutus du Châtelet. Grutus, Tuquoque Miyamiki? Né en 1693 à Paris, rue du Pont-aux-Choux, Louis-Dominique est le fils d'un ancien mercenaire allemand, entré dans l'armée française, puis devenu un tonnelier respectable, Jean Gartosienne, francisé en Gartouz, et enfin en Cartouche. Peu enclin aux études ou à l'apprentissage de la tonnellerie, le jeune garçon, jaloux de sa liberté, préfère traîner dans les rues parisiennes, à dérober quelques bourses. Son père, qui ne badine pas avec les mauvais tours, le fait envoyer en maison de correction à l'âge de 11 ans. Mais Cartouche s'évade et s'exerce autour de cartes, de bonne aventure ou de petits larcins, que la bande de bohémiens qui l'a recueilli lui enseigne. Escorté d'un certain Galichon, le malandrin s'entraîne à l'épée et au vol de flacons d'eau-de-vie. Mais son folichon d'ami se fait prendre. Seul, Cartouche entre comme laquais au service de monsieur de la Cropte, marquis de Saint-Abre, lieutenant général des armées du roi. Renvoyé pour tricherie aux cartes, le voici qui s'improvise informateur pour le lieutenant de police d'Argenson, puis recruteur pour l'armée. Les méthodes de recrutement de Cartouche sont assez peu académiques et laissent un espoir d'avenir à chacun. Les soldats recalés sont les bienvenus dans la bande qu'il dirige et qu'ont déjà rejoint ses frères, ses sœurs, ses cousins tontons, son oncle Jacques, dit Châteaufort, spécialiste de l'évasion, et autres valets, chirurgiens, receleurs ou arquebusiers. Car Cartouche est amoureux et les prétentions de sa belle le poussent à écumer Paris et ses faubourgs, à l'affût de quelques tabatières, fins mouchoirs, boîtes à mouches ou bonbonnières. Habile comme un singe, celui que l'on appelle l'enfant devient vite le chef de file du clan des Cartouchiens. Robin des Bois de la capitale, qui détrousse les nantis, distribue aux pauvres et trouve repère à la cour des miracles. Diligence, bijouterie, hôtel particulier, dépouillé. Bourse, bijoux, vaisselle d'argenterie ou de vermeil, subtilisé. Le peuple jubile, la maréchaussée vacille, le pouvoir oscille. Le poème héroïco-tragico-comico en 13 chants, intitulé Le vice puni ou Cartouche, écrit en 1723 par Nicolas Tacot de Grandval, commence ainsi. Je chante les combats et ce fameux voleur, qui, par sa vigilance et sa rare valeur, fit trembler tout Paris, arrêta main carrosse, vola, frappa, tua, fit partout plaie et bosse. La bande du truand, qui compte rapidement 2000 membres actifs ou indicateurs, fait preuve d'une organisation infaillible, militaire, et jouit de relations et de protections influentes. L'un des bras droits n'est autre que Balagny, dit le Capucin, proche du premier valet du régent. On murmure que Philippe II, duc d'Orléans, tremble à l'idée de faire arrêter ce bandit qui sème la pagaille et la terreur par peur des représailles.
Marie-Antoinette Néron, sa fidèle complice, est devenue la femme de notre Gredin. Un prénom, autant qu'un nom de famille, qui promet une destinée particulière au nouveau couple. En effet, l'élu de Cartouche affectionne l'écolier et par une ambition démesurée mettrait volontiers le feu. Avec ruse et panache, Cartouche provoque les autorités et multiplie les coups. Un soir, il s'empare des étoffes de la manufacture des Gobelins. Un autre, surpris par une descente de police, alors qu'il est sur le point d'embarquer un gros magot à l'hôtel des Marais, le petit couvre son visage de farine et passe fièrement devant la garde sous les traits d'un marmiton inoffensif. Un autre soir encore, fauchant une épée visiblement factice que Philippe d'Orléans comptait offrir, déclare avec éclat « Au premier voleur du royaume qui a tenté de faire du tort à Cartouche, son confrère ». Le Paris de la Régence est devenu un véritable coupe-gorge pour qui s'aventure la nuit dans les rues sombres munies de quelques biens. Certaines nuits, le coquin s'introduit par la cheminée dans la chambre de duchesse et leur fait livrer du champagne le lendemain pour se faire pardonner sa visite nocturne. Un Arsène Lupin avant l'heure, en somme, l'élégance en moins. Le 20 janvier 1720, Cartouche et ses compères signent leur coup de maître avec la prise, rue Quincampoix, d'1 300 000 livres d'actions du système Law, le contrôleur général des finances écossais engagé pour remettre à flot les affaires du pays. Rien ne va plus. Le 16 mai 1721, ordre est donné d'arrêter ce vaurien qui s'offre le luxe de narguer le pouvoir et de semer des idées de partage au peuple appauvri. Un premier enquêteur est assassiné. L'affaire est alors confiée à l'archer Pépin, qui s'est juré de mettre la main sur le scélérat. La chance lui sourit. Il aperçoit l'enfant et commence sa filature sans Pépin. Pont-Neuf, quai Malaquais, rue des Petits Augustins, rue de Seine, quai Malaquais à nouveau. Cartouche, qui a flairé la traque, touche et fait mouche. Le mandat de Pépin fut bref. Après Pépin, le commissaire Bizoton prend le relais. Mais Cartouche sort toujours avec brio des mailles du filet. C'en est trop. Le 19 juillet suivant, au son des trompes, la population parisienne est sommée de dénoncer le malfaiteur. L'étau se resserre, la tension monte, la méfiance s'installe. Bizoton joue sa dernière carte en menaçant Brutus du Châtelet, dit le Lorrain, de le tuer s'il ne livre pas son chef. Acculé, le Lorrain s'exécute et vend son ami au prix de sa vie. La prise est fulgurante en ce matin pluvieux du 14 octobre 1721. Cartouche est enchaîné, jeté dans une cage, il ne faudrait pas que l'oiseau s'envole à nouveau, et emmené au Châtelet où une masse de curieux l'attend. Le brigand des faubourgs brûle ses dernières cartouches en niant tout. Il n'est pas celui que l'on dit. Cette femme qu'on lui présente n'est pas sa mère. Il n'a commis aucun crime. Qu'attendent ses comparses pour venir le libérer? Où sont Henri, Louison, Francis-Antoine? Arrêtés, eux aussi? Il faut se rendre à l'évidence. C'est la fin. Aucune solution ne se profile, si ce n'est l'issue fatale. La veille de son exécution, il avoue enfin et dénonce ses complices, y compris ses maîtresses, espérant ainsi sauver sa peau. Oui, je suis Cartouche et je suis prêt à vous livrer beaucoup de nous. 18 heures de dénonciation ne suffisent pas à épargner celui qui a semé la frayeur sur la capitale et qui finira sa courte vie, place de Grève, à l'âge de 28 ans. Le 28 novembre 1721, à 13h20, le roi des voleurs de Paris est remis entre les mains de Charles Sanson, l'exécuteur des hautes œuvres. Le condamné crie haut et fort devant la foule innombrable « Je suis un malheureux, mon père et ma mère sont d'honnêtes gens », avant d'être soumis au supplice de la roue. L'annonce de sa mort le fait entrer dans la légende. Vu par certains comme le héros martyr de la monarchie, Cartouche s'octroie une postérité littéraire et cinématographique hors pair. Ainsi s'achève le cartouche d'encre d'histoire.